Il est 12h55, passé de 35 secondes. Nous quittons les États-Unis d'Amérique et nous prenons nos jumelles pour aller voir ce qu'il se passe en Russie. La Russie, où Vladimir Poutine a été réélu président dimanche. Un résultat sans surprise, alors que l'opposition est muselée, traquée, emprisonnée et où les électeurs n'avaient pas vraiment leur mot à dire. On va parler d'exil et de lutte et on se retrouve en France avec toi. Salut Alexandre Lavoute. Bonjour. Alexandre, tu es russe, tu as 18 ans, tu vis actuellement en France où tu as obtenu l'asile politique parce que tu craignais pour ta vie dans ton pays, la Russie. Bienvenue. Tu suis ta scolarité ici, tu es en classe de première et tu as rencontré la semaine dernière Benjamin Elie, reporter à France Info. Ah non, pardon, pas de teaser, Cyril, désolé. Tout va bien aujourd'hui. Alex, à tes côtés, il y a Elisa Kovo de la rédaction de Mademoiselle, qui aura, je pense, quelques questions à te poser avant qu'elle nous raconte, comme toutes les 2 semaines, une histoire de lutte. Re-salut, Elisa. Tu m'interromps quand tu veux poser une question à Alexandre. Alexandre, tu as décidé de quitter ton pays, la Russie. Tu peux nous raconter un peu ton voyage, ton périple, comment tu as pu rejoindre la France, et puis pourquoi tu es parti ? Le début de toute l'histoire, c'est le début de la guerre en Ukraine. Et donc, le 24 février 2022, quand l'invasion de full échelle a commencé, moi, ça faisait 3 ans que j'étais militant en Russie. J'avais 16 ans et j'étais contre la guerre dès le début. Et depuis très longtemps contre Vladimir Poutine, sa politique et les répressions qu'il mène contre l'opposition russe. Et donc très rapidement, les répressions brutales ont complètement éteint la contestation du début de cette guerre. Et donc tout le monde qui n'était pas d'accord avec cette guerre a dû en fait partir, soit aller en prison, ce qui n'était pas une bonne possibilité pour moi, puisque je voulais quand même terminer mes études au lycée, au moins. Et donc, j'ai pris l'avion pour Yerevan, Arménie, le 4 mars 2022. Puis, je suis allé à Tbilissi, où j'ai passé 3 mois, en Géorgie. Et finalement, j'ai demandé l'asile politique en France, où je suis arrivé le 25 mai 2022. Tu parlais français déjà ? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bravo, je ne sais pas. C'est admirable. D'abord, ma mère qui m'a forcé à apprendre français parce que quand je suis arrivé, j'étais en mode je parle anglais. C'est très bien. Et tu t'es aperçu que les Français parlaient très mal anglais. Et c'est le problème des Français qui ne parlent pas anglais. Moi, je n'ai rien à faire avec ça. Je vais parler anglais, toujours. Et je ne vais pas apprendre le français. Mais puis ma mère, qui est arrivée pour me visiter à Paris, elle m'a dit non, ça va pas. Toi, tu vas rester ici pendant longtemps, tu dois apprendre le français. Et je l'ai commencé à apprendre en été 2022. Et puis c'est déjà le système scolaire français, l'éducation française qui m'a beaucoup aidé avec ça, avec une classe d'intégration pour les étrangers. Mais bravo, parce que tu parles français comme si ça faisait 15 ans que tu étais en France. Donc félicitations, tu as tout quitté, tu as quitté tes amis, ta famille. Ils vont bien? Tu as des nouvelles? Oui, mais ma famille, elle n'est pas en Russie, elle n'est plus en Russie. J'espère qu'elle va bien. Je te le souhaite aussi. La dernière fois qu'on s'est parlé, tout était bien. Voilà. Puis mes amis, tout le monde est un peu déprimé en Russie en ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils te racontent, tes amis, les contacts que tu as peut-être par téléphone ou par mail? Qu'est-ce qu'on te dit là? Quelles sont les nouvelles de là-bas? Tu dis qu'ils sont un peu déprimés. Ce que je réponds toujours quand on me demande sur les questions sur ceux qui sont restés, c'est que finalement on est resté sur les positions sur lesquelles on était au début de la guerre. C'est-à-dire que on est d'accord, Poutine est criminel, la guerre est criminelle, on est contre les répressions. Par contre, moi je vis déjà depuis 2 ans à l'étranger. Et eux, ils sont déjà depuis 2 ans dans un pays en état de guerre. Et donc, on a la même position, mais on n'est pas capable de la discuter en fait. Et donc, c'est un peu un tabou. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème d'en parler. Par contre, pour eux, c'est un peu un tabou, pas parce qu'ils ont peur d'en parler, mais parce qu'ils ne veulent pas le remarquer. Ils veulent prétendre que c'est une vie normale. Parce que si vous n'allez pas le faire, et vous allez vous dire chaque jour que c'est pas possible, mon Dieu, il y a la guerre, il y a la répression, vous allez devenir fou.
Et, C'est comme une sorte de fatalisme un petit peu, bah oui, pour c'est rendre le quotidien plus confortable. autothérapie un peu. Une Voilà. autothérapie. Ouais. Ouais. Poutine a été réélu président dimanche dernier, donc c'est pas une surprise. Pas du tout. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que tu en attends? Est-ce qu'un jour il va disparaître, Vladimir Poutine? Ou est-ce que tout ceci va... je crois que maintenant, après les élections, Vladimir Poutine sont encore plus puissant qu'il n'en était il y a un mois quand elle a tué Vladimir, quand elle a tué Alexei Navalny. Parce qu'aujourd'hui, on est en situation extrêmement grave, puisque l'Europe est un peu divisée sur la question ukrainienne. On n'est pas... Bah, Emmanuel Macron, merci, merci quand même, monsieur Macron, qui maintenant défend l'Ukraine alors que les États-Unis reculent, puisqu'il y a des élections qui arrivent je sais pas, dans 4 mois, non, dans 7 mois. Et puis il y a l'Europe qui n'est plus capable de soutenir l'Ukraine comme il en était il y a un an, par exemple. Donc Poutine, il se sent super puissant. Et là, après les élections, je pense qu'il pense quand même qu'il y a une grande majorité de la population qui le soutienne. Et donc il pense que voilà, je suis légitime, on m'a réélu, et moi je peux faire ce que je veux. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut complètement nettoyer le terrain. C'est-à-dire que moi je crois que les répressions, ils vont être extrêmement brutales, extrêmement massives maintenant. Et puis il y aura sans doute une nouvelle mobilisation, mais peut-être pas comme celle de septembre 2022, mais la mobilisation avec le contrat, c'est-à-dire qu'ils vont pousser les gens à signer le contrat avec l'armée professionnelle pour éviter les images où les gens fuient la Russie parce qu'ils ne veulent pas aller à la guerre. Moi je pense que les choses vont être encore plus graves, et Poutine, pour lui, ces élections-là ne sont pas les plus importantes. Lui, il attend novembre 2024 aux États-Unis parce que son rêve, c'est que Donald Trump devient le président des États-Unis, et finalement, le temps s'effondre. C'est pas la première fois que tu parles dans les médias, on te voit dans de nombreux médias, c'est pas le premier média que tu fais. Je pense que dans le chat, on te balance, on dit on va te voir ce soir sur LCI aussi. Donc tu fais le tour des médias et c'est très bien et on est content de te recevoir. Cependant, tu n'as pas peur de t'exposer? C'est un moyen pour toi de te protéger? Tu pourrais être peut-être menacé ici en France? Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai encore plus. Je m'inquiète encore plus qu'avant, puisqu'il y avait le cas de Leonid Volkov, très très proche de Alexei Navalny, qui a été agressé, attaqué en Lituanie, près de sa maison. Donc bien sûr, je me sens pas du tout en sécurité. Par contre, on me demande parfois, qu'est-ce que tu fais en France? Tu es un militant, mais c'est quoi ton activité en fait? Et moi, je dis que malheureusement, ma vie, elle est comme ça. Et mon activité, c'est de parler. Et je trouve que c'est très important qu'en France, j'ai l'opportunité d'aller sur les plateaux, d'aller dans les studios pour parler de la Russie, pour parler des répressions, pour parler de la guerre, pour parler de la résistance ukrainienne. Et donc là, c'est mon boulot, on peut dire. Et moi, je ne peux pas arrêter de le faire parce que je trouve que c'est extrêmement important. Et même si j'ai un peu peur, bien sûr, je sais pas, la longueur des mains de Kremlin est connue par tout le monde. Par contre, je ne peux pas faire quelque chose d'autre. Et pour moi, c'est extrêmement important de diffuser ces idées, ces valeurs-là aux Français et au monde entier. La semaine dernière, tu as rencontré notre reporter Benjamin Elie et tu lui as dit que les problèmes donc tu es en classe de première, hein, que les problèmes de tes camarades de classe paraissaient un peu loin des tiens. C'est quoi la différence entre ta vie et la leur, même si on l'imagine un petit peu? Je ne rapproche pas. Tu as peut-être moins de sérénité que tes camarades de classe? Je ne reproche pas cette mode de vie à mes camarades de la classe. Je suis plutôt content qu'en France, les teenagers, les adolescents, ils peuvent vivre une vie normale pour les adolescents. Parce que c'est pas du tout normal que je suis en France là en étant un gamin de 18 ans.
Par contre, je vois bien que, par exemple, pour moi, c'est un sentiment extrêmement grave que j'ai perdu mon pays. Et je trouve que pas tout le monde peut le comprendre. Ce n'est pas seulement les adolescents ou les adultes, c'est en fait tout le monde dans un autre pays où la socialisation était différente, où la culture est un peu différente. C'est difficile. C'est difficile d'y exister, de communiquer, d'expliquer en fait ce qui s'est passé avec toi, avec ton histoire, avec ton pays. Donc ce n'est pas seulement les lycéens qui sont pour moi, comment dire, je veux pas, je veux être clair. C'est compliqué de formuler ça parce que juste c'est vraiment les vies très différentes. Et la France et la Russie, c'est très différent. Et Moscou et Paris, c'est très différent. Et je pense que je m'habitue encore. Et je m'habitue encore un peu d'être aussi un élève, un lycéen, et pas quelqu'un d'autre. Est-ce que tu crois que tu vas rentrer un jour en Russie? Ou ça paraît pas évident tout de suite? Moi, je me prépare pour les années en France. Je me prépare pour les études en France, je me prépare pour continuer mon parcours en France. Par contre, mon but, c'est de se former, de me renseigner et d'être capable un jour d'intervenir pour changer quelque chose en Russie. Alors Alexandre, tu restes avec nous parce que tout ceci me semble encore une fois raconter une histoire de lutte. Et c'est justement le thème de la chronique d'Elisa Kovo. 13h07 passé de 12 secondes. Elisa Kovo, journaliste société chez Mademoiselle, le mag qui écrit La société au féminin. Elisa qui, comme toutes les 2 semaines, nous raconte l'histoire d'une lutte ou d'un outil de lutte sociale, féministe, environnementale, de ses racines à ses manifestations contemporaines, en puisant dans l'actu et dans la pop culture. Cette semaine, Elisa, tu vas nous parler de Poutine, de Russie, de lutte et puis aussi de peinture dans la lutte. Exactement. Alors dit comme ça paraît un petit peu abstrait, mais vous allez vite comprendre. Donc comme on vient de le dire, ce week-end se tenaient les élections présidentielles russes avec Vladimir Poutine qui est donc ressorti vainqueur à 87,8% des voix. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au premier jour du scrutin, donc vendredi, au moins 13 personnes ont été arrêtées, en tout cas c'est ce qu'on a rapporté dans la presse française, pour des dégradations dans les bureaux de vote. Donc cocktail Molotov envoyés dans les bureaux de vote, des urnes incendiées, etc. Et parmi elles, il y avait une jeune femme dont la vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux, diffusée par l'agence de presse russe RIA Novosti. Je ne sais pas si on l'a ou cette vidéo. On va mettre le lien dans le chat. Ok, on mettra le lien dans le chat. Et donc en fait, pas de problème, dans cette vidéo, en fait, cette jeune femme, on la voit verser un liquide colorant dans l'urne pour rendre les bulletins de vote illisibles. Et en fait, ce geste fort, il s'inspire d'une technique de protestation qui a été particulièrement médiatisée ces derniers temps, et pourtant qui n'est pas si récente que ça. On la voit surtout mise au service des luttes écologistes, et je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je veux parler et où je veux en venir. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, le fait de verser de la peinture ou du liquide colorant quelque part? Si. En fait, c'était une super bonne réponse aussi. Je ne sais pas si ça vous inspire quelque chose, mais je vais donner la réponse. Oui. Et en fait, moi, ça me fait beaucoup penser c'est dans les musées. aux actions non violentes qui consistent à asperger de la peinture sur des vitrines ou sur des œuvres d'art dans les musées. Et donc, j'ai eu envie d'en dresser une petite histoire. Et d'où ça vient alors tout ça? Et quand on essaye en fait de retracer la chronologie, c'est pas évident. C'est pas facile de comprendre et de dire avec précision quand est-ce que les premières fois où quelqu'un a aspergé quelque chose sur un tableau, ça s'est produit. Mais bon, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ces actions, elles visent souvent des œuvres d'art, tu le disais juste à l'instant, mais que ça a quand même une dimension politique, comme dans le geste de cette militante. Un des premiers exemples dont on a la trace, ça va être la destruction en 1880 par jet d'acide de plusieurs œuvres du peintre russe Vassili Verhashtagin, alors russe lui aussi, je ne sais pas si c'est une coïncidence, dont les œuvres qui devaient être exposées à Vienne créaient le mécontentement parmi les sphères catholiques de l'époque. Et donc il y a un moine qui a jeté de l'acide sur 2 de ces œuvres qui ont été détruites, réduites en poussière. Oui. Verhashtagin, il est très, très célèbre en Russie pour son tableau qui s'appelle l'apothéose de la guerre. C'est un énorme tableau, le plus populaire de Verhashtagin, où on voit des crânes des morts
Et voilà, juste Ouais, c'est lourd de intéressant sens, que tout est un peu lié. Ouais, tout est lié. Voilà. Donc cette pratique, en 74, Tony Shafrazi, qui est un galeriste, va la reprendre et va écrire sur le tableau Guernica de Pablo Picasso qui était exposé au MoMA, Kill Lies All, en protestation au massacre de My Lai, donc pendant la guerre du Vietnam. Et la même année, de la peinture rouge va être jetée sur la Joconde, qui était exposée à Tokyo par une personne qui était en fauteuil roulant et qui a voulu s'insurger contre la non-accessibilité du musée, qui avait aucun dispositif en place pour accueillir les personnes en situation de handicap. Et tu disais que c'était un mode d'action qui était surtout plébiscité par les luttes écolos. Ouais, c'est ça en tout cas, du moins, cette dernière décennie, c'est surtout les luttes écolos qui s'en sont emparées. On le voit par exemple avec cette vidéo en 2016 qui avait largement circulé, où il y avait un jet de peinture noire qui atterrissait sur les tournesols de Van Gogh qui étaient exposés à Amsterdam dans le musée Van Gogh. Et comme le retrace Mediapart dans un article, en fait, personne n'était présent, mais cette vidéo, elle s'appelait Blackout Shell, du nom du groupe pétrolier anglo-néerlandais qui était en fait derrière l'institution, enfin qui finançait, qui était mécène du musée où étaient exposés les tournesols. Et la vidéo, elle finissait sur un slogan qui disait « L'art sponsorisé par le pétrole, il vaut pas la peine d'être vu ». Je l'ai complètement massacré, j'ai voulu le réaliser, mais l'art sponsorisé par le pétrole ne vaut pas la peine d'être vu. Et donc, comme je le disais, c'est parce qu'à l'époque, c'était la Royal Dutch Shell qui finançait l'institution culturelle. Et en fait, c'était un canular, c'était une vidéo qui était truquée. Il n'y avait pas vraiment de faux pétrole qui a été jeté, mais en fait, cette vidéo-là, elle a fait beaucoup de bruit. S'en sont suivies plein de conversations sur la place des compagnies pétrolières dans justement le mécénat de ces musées. Et désormais, les grands musées d'Amsterdam, comme le Rijksmuseum, le musée Van Gogh, le Stedelijk, pardon pour la prononciation, n'acceptent plus en fait ces mécènes liés aux hydrocarbures. Et quelques années plus tard, en 2022, la fiction elle va devenir complètement réalité, puisque le collectif Just Stop Oil va jeter 2 boîtes de soupe de tomates sur une autre version des tournesols qui est, elle, exposée à la National Gallery à Londres. C'est une vidéo qui a aussi fait le buzz, dans laquelle les militants interpellaient les visiteurs du musée en disant « Êtes-vous plus préoccupés par la protection d'un tableau ou par celle de ses habitants ?» de la planète et de ses habitants, pardon. Et à ce moment-là, cette vidéo, elle a été quand même accueillie et très critiquée par les médias du monde entier, dont la France, qui ont accusé ces militants de se tromper complètement de cible. Et alors c'est le cas, c'est quoi concrètement la portée de ce genre d'action, Elisa ? En fait, ce genre d'action, elle a surtout pour but d'entrer dans l'espace médiatique par effraction, d'imposer en fait une problématique à un discours qui n'a pas sa place à ce moment-là dans le discours public, et donc d'attirer l'attention sur la cause défendue. Mais cette méthode, elle a aussi ses limites. Et il y a plusieurs détracteurs, dont le directeur du département de culture et création du Centre Pompidou, Mathieu Potet-Benville, pardon pour la prononciation encore une fois, qui lui avait tweeté à ce moment-là, lorsqu'une action porte à discuter essentiellement du bien fondé du répertoire d'action, donc de l'outil de lutte en fait, c'est le signe qu'elle n'est pas forcément la plus affûtée pour ce répertoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que si dans l'art, cette pratique qu'on voit beaucoup ces dernières années, elle est très controversée, là, l'action de la militante russe, elle a quand même été saluée pour son courage et largement partagée. Et voilà. Qu'est-ce qui change alors ? Tu voulais... Pardon, je voulais dire juste que la différence aussi, c'est que ces militants-là qui luttent pour l'écologie, ils le font par leur volonté. C'est-à-dire qu'ils veulent présenter quelque chose, alors que ces gens-là, en majorité, ils étaient, triqués, parce qu'il y avait des gens qui appelaient les gens, prenaient l'argent, et puis disaient que si vous voulez votre argent, si vous voulez qu'on rende votre argent, vous devez aller au bureau de vote et faire quelque chose. Donc c'est un peu du chantage. On ne peut pas dire que c'est des actions d'opposition, malheureusement. Mais oui, on peut faire ces parallèles-là. Mais alors, qu'est-ce qui change ? Ouais, c'est effectivement, en fait, ces deux types d'actions, même si elles s'inspirent du mouvement, c'est pas exactement la même chose, parce que si dans la première, comme je le disais, on rentre dans le discours public par effraction, volontairement, etc., en provoquant le choc, le scandale, etc., à l'inverse, les militants de Just Stop Oil précisent bien que les œuvres d'art ne vont pas être dégradées, qu'il y a une vitre, et c'est très important pour eux de le rappeler, parce que c'est vraiment juste pour... C'est comme quand ils aspergent une vitrine, ils la cassent pas, c'est un choix, c'est juste de montrer sans dégrader. Dans le cas de la militante, il y a une volonté, je pense quand même, assumée peut-être de souiller les bulletins de vote pour pas qu'ils soient lisibles, et donc d'avoir quand même un impact, elle, à son échelle, concrètement, sur l'objet qu'elle attaque. Voilà, donc au péril de sa sécurité, en plus dans une élection qui est, dont le résultat est malheureusement connu d'avance.
Et on sait ce qui est arrivé à la jeune femme de la vidéo? Eh bien, les seules informations qu'on a vues, c'est qu'effectivement, d'après les autorités russes, il y a une enquête qui a été ouverte pour obstruction à l'exercice des droits électoraux et au travail des commissions électorales. C'est un crime qui est passible de 5 ans de prison dans le pays. Et on sait qu'il y a 5 personnes qui ont été placées en détention. Je n'ai pas su si cette personne en faisait partie. Elle n'a pas été la seule à verser du liquide, en tout cas dans des urnes. Mais une chose est sûre, c'est que quelques semaines, en fait, un mois après la mort d'Alexei Navalny, qui était quand même un célèbre opposant à Poutine, si les élections de ce week-end, elles étaient lourdes de sens. Et donc ce geste, je pense qu'il est aussi lourd de sens. Merci Elisa Covo, consoeur émérite et journaliste chez Mademoiselle, le magazine qui écrit la société au féminin. Mademoiselle qui est par ailleurs partenaire du stream. Les amis, je vous chasse du plateau, Manu Militari. Je suis très en retard, j'ai madame la députée que je dois libérer dans 15 minutes. Je vous présente mes excuses navrées. Alexandre, je te chasse aussi du plateau, je te remets entre les mains de Mathis.